Bonjour à tous, donc Valentin Gervy. Juste pour faire une petite présentation, j'ai eu la chance d'être président de cette belle association qu'est CELIE. Donc merci à l'équipe aujourd'hui de nous offrir la possibilité de ce bel événement. Je suis également secrétaire de l'association Alumni, donc qui est l'un des anciens de l'IAE de Poitiers. N'hésitez pas, pour ceux qui sont des anciens ou des actuels étudiants, n'hésitez pas à rejoindre cette association. Je crois notamment savoir qu'il y a un club des anciens en IE qui va se monter prochainement. J'ai fini le coup de pub sur Alumni. Moi, ce que je vous propose, c'est, alors, on va avoir pas mal d'éléments que Sébastien et les autres intervenants ont déjà dit auparavant. Ce que je vous propose, c'est de faire un bond en arrière en se disant comment est-ce que je suis plus préparé face aux prochaines crises et vraiment d'avoir une approche complètement holistique de tous les risques qui peuvent toucher une entreprise. Alors, nous, en fait, au MEDEF de Sèvres, en 2017, on fait le constat que toutes les grandes entreprises sont bien outillées en termes de gestion des risques, elles ont des équipes, elles ont des moyens, et c'est vraiment des outils de pilotage stratégique dans les entreprises. Et ça, c'est vraiment avec le but de rendre les entreprises plus fortes en cas de crise. Et c'est bien intégré dans les directions, et on fait des cartographies des risques tous les ans, tous les 2 ans. On regarde tous les risques et on va aller regarder les risques qui sont plus susceptibles de mettre à mal la santé de l'entreprise et de la rendre vulnérable à un aléa, quel que soit, une pandémie, un blackout, une crise cyber majeure, voilà. Mais ce qu'on s'est aperçu également, c'est que les PME et les ETI avaient pas les moyens de se doter de ce genre de dispositif parce qu'elles n'ont pas la méthode, pas le temps, pas le personnel formé. Et donc, toute notre démarche a été de se rapprocher de l'Association nationale des gestionnaires de risque, qui s'appelle l'AMRAE, et de mettre nos adhérents autour de la table en disant on va essayer de développer quelque chose, une méthode de gestion des risques adaptée aux petites structures et même aux ETI, hein, même aux entreprises qui font 1000, 2000 personnes. Parfois, elles ne sont même pas équipées en termes de gestion des risques. Parce que les vertus de la gestion des risques, ils sont multiples. Le but, c'est de prévenir les risques avant que ceux-ci aient un impact sur l'entreprise. Et donc, c'est vraiment une approche globale. On va aller regarder tous les champs de l'entreprise, hein, et je vous détaillerai ces champs ensuite. Et le but, ça va d'être identifié. Là, j'ai une grosse vulnérabilité. S'il y a un aléa au niveau de mon système d'information, je ne peux plus travailler du jour au lendemain. Tout à l'heure, on parlait d'hommes clés. Demain, j'ai ma pyramide des âges et je perds 3 hommes clés qui sont les seuls à avoir la connaissance depuis 30 ans sur les machines. Je mets en danger mon entreprise. Donc l'idée, c'est d'en avoir conscience déjà dans un premier temps et ensuite de travailler sur ces éléments pour éviter qu'on y soit confronté, que ça mette en péril l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un formidable outil d'aide à la décision parce qu'on raisonne de façon méthodique. Et puis, ça permet aussi de décloisonner les fonctions et de faire travailler les fonctions qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Deux fonctions qui ont travaillé énormément pendant cette crise ou cet événement de cette pandémie, c'est par exemple la fonction des systèmes d'information et les RH avec le télétravail. Mais si les entreprises avaient mis en place la gestion des risques avant, on peut être sûr que ces fonctions-là auraient travaillé et auraient réfléchi à l'organisation de soins palliatifs en cas de crise, justement sur ces sujets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette gestion des risques, elle est de plus en plus plébiscitée. Alors, pour les grandes entreprises, en fait, c'est une obligation de mettre en place ce dispositif-là, notamment pour les entreprises cotées. Mais elle est aussi de plus en plus plébiscitée par les donneurs d'ordre auprès des petites entreprises qui vont dire moi, j'ai cette obligation d'aller regarder que mes fournisseurs sont sûrs et qui ont entrepris cette démarche-là. C'est un peu lié à tout ce qui est RSE également. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà mentionné, donc c'est un outil interne de décloisonnement. C'est aussi un très bon instrument pour une PME ou une ETI pour les faire travailler son conseil d'administration autour de ces sujets, qui sont des sujets stratégiques. Et puis, c'est des supports qui sont aussi appréciés des donneurs d'ordre, comme je vous disais, mais aussi des banquiers, des assureurs et des investisseurs. Alors, pour revenir sur le dispositif qu'on a développé, qui est accessible à tout le monde, pas besoin d'être adhérent ni du MEDEF ni de l'AMRAE, c'est un dispositif qui s'appelle macartodesrisques.fr, en fait, qui permet à chaque chef d'entreprise de faire sa cartographie des risques en 3 heures, 3 heures et demie, et de couvrir de façon la plus exhaustive possible tous les risques qui peuvent l'atteindre.
Je vais vous en donner quelques aperçus après, comme ça vous sera un petit peu plus clair. Si on fait une analogie avec l'intelligence économique, dont on est plusieurs à venir, c'est un cycle, encore une fois, la gestion des risques. L'idée, c'est, je fais une première étape où je vais, comme une expression de besoin en information, je vais cartographier mes risques. Ensuite, je vais chercher à hiérarchiser, à les hiérarchiser, à les planifier. Et après, je vais mettre en place un plan de traitement pour faire en sorte que les risques que je considère comme les plus importants, ben, je les traite en priorité. Et puis, je reviens dans 1 an ou dans 2 ans après ce plan de traitement et je recartographie à nouveau parce que j'ai des nouveaux risques qui sont arrivés. Voilà. Et après, je les hiérarchise, et après, je les retraite, etc. etc. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grandes entreprises, on essaye d'être de plus en plus sur l'instantanéité, sur la cotation du risque en direct, grâce au big data et à ces analyses-là. Dans une PME, dans une ETI, c'est un peu plus compliqué d'avoir ces métriques. Alors, il y a plusieurs formes de traitement possibles pour un risque. Soit on supprime la source du risque. J'ai une activité qui est risquée aujourd'hui, qui est porteuse d'un risque. Je sais pas, moi je suis dans l'énergie, je suis Total. Je sais que demain, l'acceptabilité des hydrocarbures par la population sera beaucoup plus compliquée. Je vais arrêter cette formation, cette activité. Ça peut être aussi de substituer, je manie des risques, des produits chimiques, ben, je vais substituer ces produits chimiques par un produit qui est sans risque pour mes employés ou qui est sans risque, qui est inifugé pour les incendies. Ça peut être de réduire les conséquences en cas de survenance d'un risque, donc un incendie dans une entreprise. La mesure de palliation, la principale, j'ai un départ d'incendie, mais à côté, je sprinkle, je mets des sprinklers dans l'entreprise, donc c'est système d'arrosage automatique en cas d'incendie. Ça peut être de réduire les causes des risques, et là, ça peut être tout ce qui va être sur les plans de prévention. Là, si on reprend un incendie, on met en place une interdiction de fumer sur un site, on met en place des permis de feu, et ça nous évite des problèmes. Le quatrième moyen, en fait, c'est le partage ou le transfert du risque à l'assurance, mais seuls 25 à 30% de ces risques sont assurables. Le risque de perte d'exploitation après dommage, justement après un incendie. Vous avez des assurances dans la cybersécurité, qui sont aussi des moyens qui sont intéressants. Voilà, il existe des assurances sur les hommes clés également. Donc voilà, c'est des pistes qui peuvent être intéressantes pour l'entreprise, pour gérer les risques et pour anticiper quand j'ai un aléa, je suis protégé. Et enfin, le dernier axe en fait, de traitement possible, c'est de maintenir la prise de risque, mais sur une décision éclairée. Au lieu de mettre le risque sous le tapis, je dis je suis prêt aujourd'hui à prendre ce risque. Les startups, par exemple, une startup qui est dans la low-tech, aujourd'hui, elle a une appétence au risque qui va être importante, puisque son business model, il est basé sur comment dire, et elle est un peu borderline en termes de réglementation, mais c'est ce qui permet de se développer. Elle a conscience de ce risque-là. Aujourd'hui, il y a un changement de réglementation, son business model tombe à l'eau. C'est un exemple possible. Alors, dans cette notion de gestion des risques, il y a cette partie d'appétence au risque que je viens de vous expliquer, ce qui est en fait le niveau d'acceptation du risque partagé par l'équipe de direction. Il y a des entreprises qui sont centenaires, qui ont un niveau d'appétit au risque qui est très faible, des entreprises qui sont les startups ou des entreprises très innovantes qui vont avoir un niveau d'appétence au risque plus élevé. Ce qui est important dans la démarche de gestion des risques, c'est de coter le risque en fonction de 2 grandes échelles. Si le risque arrive, quel est l'impact sur mon entreprise? Et la deuxième échelle, c'est l'échelle de fréquence ou de probabilité. Quelle est la chance que ce risque arrive là? Si on prend le risque pandémie, dans les cartographies des risques des grandes entreprises, la probabilité était rare ou occasionnelle, dépendant s'ils avaient été soumis aux précédentes épidémies, s'ils avaient subi par exemple, s'ils avaient des antennes en Asie par exemple, il y a pas mal d'entreprises qui avaient en fait déjà bien identifié le risque pandémie. Donc c'était pas quelque chose qui est d'imprévisible. Par contre, ils avaient mis la probabilité sur du rare. Et ça sortait pas comme étant un risque majeur dans les cartographies des risques. Aujourd'hui, ça a été un peu réévalué à la hausse. Voilà. Comme dans l'IE, il y a des bons facteurs de réussite et c'est un peu la même chose que les mêmes critères que lorsque vous voulez mettre en place une veille. Ce qu'il faut, c'est
c'est vraiment de croiser les regards, d'associer le plus de monde possible dans la définition des informations qu'on cherche à chercher. Bon, là, c'est sur les risques, avoir conscience des biais cognitifs, et surtout rester humble et être capable de se mettre en question, de se remettre en question, de déconstruire ses certitudes pour engager cette méthodologie de gestion des risques. Je vous donne un aperçu de l'outil. Voilà, vous avez 7 grands domaines de risque avec 53 questions. Et en fait, vous remplissez au fur et à mesure et vous êtes guidé risque par risque et vous cotez risque par risque ces choses. Voilà. Et à la fin, vous avez un rapport qui résume vos commentaires et qui cartographie les risques les plus dangereux pour vous. Passons sur la partie plan de traitement et après on fera sur la partie vraiment rétex Covid qui est la partie la plus intéressante. Mais une fois qu'on a fait la cartographie des risques, c'est sympa, on a nos risques, on sait les risques auxquels on est plus susceptible d'être affectés, qui sont plus sensibles et qui sont plus dangereux pour nous. Mais l'idée après, c'est de mettre en œuvre et d'orchestrer le traitement de ces risques. Et c'est important de définir ce qu'on appelle un plan d'action, accompagné de moyens humains, d'un délai de mise en œuvre acceptable, qu'on puisse évaluer derrière et qui est surtout un propriétaire de risque. Si j'ai un risque financier, ça va être la direction financière. Si j'ai un risque lié aux ressources humaines, ça va être les ressources humaines, etc. etc. Aperçu de l'outil. Je vais passer sur la partie rétex Covid puisque je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Suite à cette méthodologie, après, comme le disait Jules, après le premier confinement, on a réuni une vingtaine d'entreprises voilà, vous savez, à Niort, il y a beaucoup de mutuelles, donc on a pris des gens des mutuelles qui a été très structurés en termes de gestion des risques, et on a pris une quinzaine d'entreprises à côté qui étaient des entreprises de plus petite taille, ce qui est certaines étaient matures en termes de gestion des risques, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une cartographie des risques, qu'ils avaient traité certains risques, et d'autres qui ne l'avaient pas fait du tout. Et notre idée, ça a été vraiment de savoir est-ce que les entreprises qui avaient mis en place une gestion des risques avant étaient plus résilientes? Est-ce que les grosses entreprises qui avaient ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité, alors peut-être un petit peu de notion lexicale sur ce qu'est un plan de continuité d'activité, c'est un plan finalement qui est défini à l'avance, qui est justement très lié à la gestion de crise, où on va aller définir peu importe suivant l'aléa, mais on va dire, j'ai un aléa qui me frappe, j'ai plus de système d'information, ou alors j'ai plus accès qu'à 50% de mes ressources humaines, quelles sont les fonctions que je vais prioriser, et comment je vais faire redémarrer mon entreprise au fur et à mesure. Et donc, tout l'idée, c'était justement d'anticiper et de voir si ces outils-là de plan de continuité d'activité qui sont assez lourds pour une PME, c'était pertinent de les mettre en place ou non. Et pour voir, être justement, comme disait Sébastien, être mieux équipé pour les prochaines crises et tirer des leçons. Alors, premièrement, ce que nous ont dit les gestionnaires de risque des grandes entreprises, c'est que bien que le risque pandémie ait été mis dans les cartographies des risques, qu'il y avait eu des simulations, des exercices de crise à ce sujet-là, ce qui n'était pas prévisible du tout, c'était en fait le confinement. Et le fait que du jour au lendemain, tout le monde se retrouve à devoir travailler à distance. Il y avait une partie de télétravail qui était prévue, etc., dans les entreprises, mais le volume, en fait, par le volume et par l'urgence de la situation, ils n'avaient vraiment pas anticipé, et le fait que ça dure aussi longtemps, et vraiment que ça soit sur une période aussi longue. Donc ça, c'est le premier élément. On a repris le canevas en fait de l'outil de cartographie des risques et on a été évalué sur différents points et voilà les éléments qui ressortent pour nos PME et nos ETI sur les points clés, ces leçons du Covid et sur les éléments qui permettront plus tard d'être plus forts. Alors, pour faire le lien avec l'intelligence économique, il y a un rôle clé de la gestion de l'information. Nos entreprises ont été vraiment... il y a une surcharge informationnelle pendant la crise qui a été très compliquée à gérer. C'est très compliqué pour une entreprise de 50 personnes d'avoir une veille très structurée et d'avoir même une veille prospective sur les aléas qui peuvent lui arriver.
Ce qu'il faut déjà, c'est de bien identifier les canaux de communication qui vont lui apporter les informations fiables. Alors pour ça, il y a des acteurs qui ont vraiment bien joué le jeu et qui ont permis aux entreprises d'envoyer les bonnes informations, mais c'est vrai que quand vous avez un décret, enfin des dispositions gouvernementales qui changent tous les jours, c'était compliqué pour les entreprises de se repérer. Et puis ça a été aussi, cette gestion de l'information en interne, ça a été compliqué pour, au sein des entreprises, gérer les aléas, les rumeurs. Il y a certaines entreprises qui sont retrouvées du jour au lendemain. Le matin, il y avait tout le monde tous les employés qui étaient dans l'entreprise, et le soir, un après-midi, une rumeur qui part et tout le monde quitte l'entreprise. Donc vraiment un besoin de bien communiquer en interne avec ses équipes aussi, et de bien avoir identifié au préalable et construit les canaux de communication. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du dialogue social, mais un CSE bien opérationnel, pour le coup, a permis à plusieurs entreprises comment dire, désamorcer ce genre de situation compliquée. Il y a un axe qui est très important pour les entreprises, les PME, les ETI, c'est la gouvernance de l'entreprise. Là, le contexte Covid a vraiment a caractérisé vraiment une pression et une responsabilité sur le dirigeant encore plus importante que d'habitude. Et on voit vraiment que les entreprises qui avaient une gouvernance bien préparée, avec des instances de direction et un board, enfin un conseil d'administration bien staffé, qui avait des fonctions claires, et a vraiment, vraiment bien aidé les chefs d'entreprise à piloter pendant la crise et à pas se sentir seul, en fait. Parce que la solitude du dirigeant, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Bon, les plans de continuité d'activité, je vous ai déjà mentionné juste avant, je vais pas y revenir. Il y a la question de la supply chain qui est vraiment prépondérante dans cette crise, et c'est un axe majeur qui est sorti. On encourage dans les pratiques de gestion des risques à faire ce qu'on appelle des cartographies de fournisseurs de rang 1, de rang 2, pour identifier à quel point on est dépendant d'un fournisseur ou de l'autre, et on encourage à sourcer plusieurs fournisseurs, avoir des fournisseurs de secours. Et ce qu'on a vu, c'est que les entreprises qui avaient fait ça, évidemment, elles étaient plus solides, mais malheureusement, même en ayant fait ce travail-là en amont, la chute a été tellement brutale de l'économie, ça s'est arrêté tellement d'un coup, que de la matière première critique, il y a des pans entiers de l'économie qui sont arrêtés d'un coup, et ça n'a pas permis de, de survenir, même en ayant fait en amont cette démarche de gestion des risques fournisseurs. Après, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, alors avant, l'entreprise avait 3 fournisseurs étrangers qui étaient assez loin. On va essayer maintenant d'introduire un fournisseur plus local. Mais bon, on voit que ça reste quand même encore à la marge, et que la logique de juste à temps, de flux tendu, reste quand même la logique prépondérante, même si on revient à une logique avec un petit peu plus de stock. Sur la partie réglementation, juste un mot sur les entreprises qui avaient mis en place une démarche de RSE. Elles nous ont dit que ça avait vraiment servi à être plus solide pendant la crise, d'avoir anticipé, d'avoir fait cette démarche-là qui s'approche d'une démarche de gestion des risques finalement, et qui comme l'intelligence économique, essaie de regarder dans l'environnement et voir l'impact de l'entreprise sur l'environnement et l'impact de l'environnement sur l'entreprise. Un élément majeur, si ce n'est l'élément majeur, c'est la question de la gestion des effectifs et des hommes clés. Le gros enseignement dans ces structures petites et de moyenne taille, c'est que ce qui a permis l'agilité, c'est un niveau de polyvalence des effectifs qui ont pu aller soit de façon horizontale ou soit de façon verticale sur des fonctions adjacentes. Donc parfois on a vu un manager prendre la place de l'opérationnel, ou même l'opérationnel de passer au manager, ou aller sur les fonctions d'un côté, enfin une fonction proche horizontalement dans l'entreprise, dans la hiérarchie. Et en fait, d'entretenir cette polyvalence, c'est vraiment une force. Quand un homme clé n'est pas disponible, ou quand même un pan d'hommes clés ne sont pas disponibles, c'est bien d'avoir cette capacité, cette flexibilité, de ne pas trop siloter les fonctions, et d'avoir des échanges d'expérience. La cybersécurité, je ne reviendrai pas dessus puisque ça a été longuement développé. Juste vous dire que voilà, sur la partie perte d'exploitation, trésorerie, ce qu'on a vu, c'est que les entreprises qui avaient
des instruments de gestion fine de la trésorerie et qui pouvaient suivre la trésorerie au jour le jour ou au mois le mois, c'était des entreprises qui pouvaient réagir rapidement. À côté de ça, les entreprises qui n'avaient pas ces instruments de pilotage, ça a été très compliqué pour elles. Et quand il y a un problème au niveau financier, le but c'est de réagir le plus tôt possible. Et ces entreprises qui n'ont pas cette vision financière, quand une crise intervient, c'est très compliqué. Et il y a encore malheureusement plein de PME qui n'ont pas ces instruments de pilotage financier, type contrôle de gestion ou les bons indicateurs pour suivre ma trésorerie au jour le jour, etc. Et enfin, pour finir, côté opportunité qu'a ouvert la crise, et ce qui démontre aussi le fait d'être préparé en amont, ce qu'on voit, c'est que il y a des entreprises qui sont en difficulté, il y a peut-être des acteurs qui vont disparaître à un moment donné, et ça va créer des opportunités de croissance externe. Donc il faut être prêt parce que soit c'est nous qui allons racheter le concurrent qui est à côté, soit c'est un concurrent qui vient racheter le concurrent à côté et qui vient nous faire de l'ombre. Donc il y a tout un intérêt d'avoir préparé sa structure en amont. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les éléments. Il y en a plein d'autres. On a fait un rapport d'une vingtaine de pages à ce sujet. Si vous voulez échanger, ça sera avec grand plaisir.